Ce jour-là restera gravé dans ma mémoire, comme celui où j'ai dû choisir entre l'amour de ma fille et sa sécurité. J'étais assis dans mon salon parisien, les mains tremblantes, tandis que mon téléphone vibrait pour la 9e fois. Le nom de ma fille, Adèle, illuminait l'écran, mais je ne pouvais pas décrocher. Pas encore. Je savais exactement pourquoi elle appelait avec tant d'insistance, et je savais aussi que mon silence était ma seule arme pour la protéger d'elle-même. 3 jours plus tard, ce même téléphone a sonné à nouveau. Cette fois, j'ai répondu. La voix d'Adèle était différente, non plus désespérée et suppliante, mais tremblante de choc et d'effroi. « Papa, tu avais raison. Il n'était pas celui qu'il prétendait être. La police vient de m'appeler. Ils l'ont arrêté ce matin. C'était un escroc recherché dans 3 pays. » Un silence lourd s'est installé entre nous, puis elle a ajouté dans un murmure « Ton refus m'a sauvé. » Si j'avais obtenu cet argent, elle n'a pas terminé sa phrase, mais elle n'avait pas besoin de le faire. Nous savions tous les deux que les 50 000 € qu'elle m'avait supplié de lui prêter auraient disparu pour toujours, tout comme l'homme qui prétendait l'aimer. « Est-ce que tu peux venir, papa ? J'ai besoin de toi. » Dans mon cœur, une tempête de soulagement et de douleur faisait rage. Ma fille était sauvée, mais à quel prix ? Notre relation pourrait-elle survivre à cette épreuve ? Avant de continuer cette histoire qui a failli déchirer ma famille, abonnez-vous à la chaîne et dites-moi dans les commentaires jusqu'où iriez-vous pour protéger un être cher qui refuse votre protection ? À 72 ans, je pensais avoir tout vu, tout vécu. Une carrière réussie dans l'enseignement, un mariage de 43 ans avec Mathilde avant que le cancer ne me l'arrache, et 2 enfants dont j'étais immensément fier. Thomas, chirurgien à Lyon, et Adèle, ma cadette, professeure de littérature à Paris. Ce matin de novembre était particulièrement froid. Le ciel gris de Paris déversait une pluie fine qui transformait les trottoirs en miroirs, reflétant les lumières des cafés qui commençaient à s'animer. Dans mon appartement du 15e arrondissement, héritage d'une vie de travail, je préparais mon café comme chaque matin, avec la précision d'un rituel immuable. Mon téléphone a vibré sur le comptoir de la cuisine. Un message d'Adèle. « Papa, il faut absolument que je te parle. C'est urgent. Je peux passer ce matin. » J'ai répondu immédiatement. « Bien sûr, ma chérie. Je suis là. » Je connaissais ma fille. À 42 ans, elle n'était pas du genre à dramatiser. Si elle disait que c'était urgent, c'est que ça l'était vraiment. Une inquiétude sourde a commencé à grandir en moi. À peine 1 heure plus tard, la sonnette a retenti. Quand j'ai ouvert la porte, j'ai eu un choc. Adèle, habituellement si élégante et composée, semblait avoir vieilli de 10 ans en quelques semaines. Ses yeux étaient cernés, ses cheveux normalement soignés étaient négligemment attachés, et elle portait un manteau froissé que je ne lui connaissais pas. « Ma chérie, qu'est-ce qui se passe ?» Elle s'est précipitée dans mes bras, tremblante. C'est alors que j'ai su que quelque chose de grave était arrivé. Ma fille n'était pas démonstrative habituellement. Depuis la mort de sa mère, elle avait érigé autour d'elle une muraille que même moi, son père, avait du mal à franchir. « Entre, je viens de faire du café. » Dans la cuisine, elle s'est assise, les mains crispées autour de la tasse que je lui avais servie. Ses doigts tremblaient légèrement. « Papa, je ne sais pas par où commencer. » J'ai posé ma main ridée sur la sienne. « Par le début, peut-être. » Un sourire triste a traversé son visage. Le début, je ne sais même plus quand tout a commencé à déraper. Elle a pris une profonde inspiration. « Tu te souviens quand je t'ai parlé de Philippe, il y a 6 mois ? Comment aurais-je pu oublier ? Philippe Mercier, un homme d'affaires que ma fille avait rencontré lors d'une conférence littéraire à Genève. Elle en parlait comme d'un homme cultivé, passionné par les mêmes auteurs qu'elle. Attentionné. À 50 ans, il était divorcé, sans enfant, et dirigeait apparemment une entreprise d'import-export entre la France et plusieurs pays d'Asie. Bien sûr que je m'en souviens. Tu m'as dit qu'il voyageait beaucoup. Oui, c'est ce qu'il me disait.
Le ton de sa voix a suffi à confirmer mes pires craintes. J'avais toujours eu un mauvais pressentiment concernant cet homme que ma fille n'avait jamais pris la peine de me présenter. Qu'a-t-il fait? Les yeux d'Adèle se sont remplis de larmes. Il m'a demandé de l'argent, papa. Beaucoup d'argent. Mon cœur s'est serré. J'avais vu trop de reportages, lu trop d'articles sur ces escrocs qui ciblent des personnes vulnérables, souvent des femmes seules, pour les dépouiller de leurs économies. Et Adèle, depuis son divorce 3 ans plus tôt, était exactement ce genre de cible. Combien? 50 000 €. J'ai failli m'étrangler avec mon café. 50 000 €? Mais enfin, Adèle, pourquoi faire? Elle a baissé les yeux, honteuse. Il m'a parlé d'une opportunité d'investissement exceptionnelle. Une affaire en Thaïlande, des artisans locaux qui fabriquent des meubles d'exception. Il dit qu'il peut les importer et les vendre ici avec un bénéfice énorme. Il m'a promis un retour sur investissement de 30% en 6 mois. Toutes les alarmes dans ma tête se sont déclenchées simultanément. C'était le scénario classique d'une arnaque. Mais comment lui faire comprendre? Adèle était une femme intelligente, une universitaire respectée. Comment avait-elle pu tomber dans un piège aussi grossier? Ma chérie, je ne veux pas te faire de peine, mais ça ressemble terriblement à une arnaque. Son visage s'est fermé immédiatement. Je savais que tu dirais ça. Tu n'as même pas rencontré Philippe et tu le juges déjà. Justement, pourquoi ne me l'as-tu jamais présenté? En 6 mois, il n'a jamais trouvé le temps de rencontrer ton père. Il voyage beaucoup pour son travail. Et maintenant, par pure coïncidence, il a besoin de 50 000 € pour une affaire miraculeuse. Elle s'est levée brusquement, renversant un peu de café. Je n'aurais jamais dû venir. Je pensais que tu me soutiendrais, que tu m'aiderais. J'ai essayé de garder mon calme. Je veux t'aider, Adèle. C'est exactement ce que je fais en te mettant en garde. En me jugeant, tu veux dire. J'ai 42 ans, papa. Je ne suis plus une petite fille. Alors ne te comporte pas comme telle. Réfléchis un instant. Qu'est-ce que tu sais vraiment de cet homme? As-tu vérifié son entreprise? As-tu des preuves de ses soi-disant investissements en Thaïlande? Son silence m'a donné ma réponse. Tu n'as pas cet argent, n'est-ce pas? C'est pour ça que tu viens me voir. Elle a détourné le regard. J'ai mis de côté pour l'achat d'un appartement. J'ai 30 000 €. Il me manque 20 000. Mon sang s'est glacé. Elle était prête à investir toutes ses économies dans ce projet. Et pourquoi Philippe n'investit-il pas son propre argent s'il est si sûr du retour sur investissement? Il investit aussi, mais il a besoin de partenaires. Papa, c'est une opportunité unique. J'ai secoué la tête, désespéré. Je ne peux pas te donner cet argent, Adèle. Je ne peux pas participer à ça. Son visage s'est déformé sous l'effet de la colère et de la déception. Très bien. J'irai voir Thomas. Lui, au moins, me fait confiance. La mention de mon fils m'a fait réagir vivement. N'implique pas ton frère là-dedans. Pourquoi pas? Parce que tu as peur qu'il soit plus compréhensif que toi? Parce que je ne veux pas que vous perdiez tous les deux votre argent dans cette arnaque. Le mot était lâché. Arnaque. Adèle m'a regardé comme si je venais de la gifler. Je me doutais que tu ne comprendrais pas. Tu n'as jamais pris de risque dans ta vie. Tu es resté dans ton petit monde sécurisé d'instituteur pendant 40 ans sans jamais oser rêver plus grand. Ces mots m'ont blessé plus qu'elle ne pouvait l'imaginer. Mais je ne pouvais pas lui en vouloir. L'amour rend aveugle, et cet homme avait manifestement un ascendant émotionnel sur elle. Adèle, je t'en supplie, prends au moins le temps d'y réfléchir, fais des recherches sur cette affaire, sur cet homme. J'ai déjà fait mes recherches. Philippe est un homme respectable. Alors présente-le-moi, laisse-moi le rencontrer avant de prendre ta décision. Elle a hésité un instant, et j'ai cru avoir marqué un point, mais elle a rapidement retrouvé son assurance. Il est en déplacement à Bruxelles cette semaine, mais il revient samedi. L'affaire doit être conclue avant lundi. Les artisans ont d'autres acheteurs intéressés. Bien sûr, la pression temporelle, autre tactique classique des escrocs. Ma décision est prise, papa. Je ne te demandais pas ton avis, juste ton aide financière. Puisque tu refuses, je trouverai une solution par moi-même.
Elle a attrapé son sac et s'est dirigée vers la porte d'un pas décidé. Je l'ai suivie, le cœur lourd. « Adèle, je t'en prie. » Elle s'est retournée sur le seuil, les yeux brillants de larmes de frustration. « Tu sais ce qui me fait le plus mal? C'est que maman m'aurait soutenu. Elle aurait eu confiance en mon jugement. » La porte a claqué derrière elle, me laissant seul avec ma culpabilité et mon inquiétude. Avais-je raison de refuser? Et si je me trompais sur toute la ligne? Et si ce Philippe était vraiment l'homme d'affaires qu'il prétendait être? Mais non, mon instinct de père ne pouvait pas me tromper à ce point. J'ai immédiatement appelé Thomas pour le prévenir. Mon fils a promis de ne pas prêter d'argent à sa sœur sans en discuter avec moi d'abord. Les jours suivants ont été un véritable cauchemar. Adèle ne répondait plus à mes appels ni à mes messages. J'ai même fait le trajet jusqu'à son appartement, mais personne n'a ouvert la porte, bien que j'ai entendu du mouvement à l'intérieur. Puis, 3 jours après notre dispute, mon téléphone a sonné. C'était un numéro que je ne connaissais pas. « Monsieur Martin ?»« Oui, c'est moi. Lieutenant Moreau de la brigade financière. Je vous appelle au sujet de votre fille, Adèle Martin. » Mon cœur s'est arrêté. Qu'est-il arrivé? Elle va bien? Physiquement, oui. Mais elle a déposé plainte ce matin pour escroquerie contre un certain Philippe Mercier. Elle nous a dit que vous aviez essayé de la mettre en garde. Un mélange de soulagement et d'angoisse m'a envahi. Que s'est-il passé exactement? Votre fille nous a expliqué qu'elle avait fait des recherches supplémentaires après votre conversation. Elle a découvert que l'entreprise de Monsieur Mercier n'existait pas. Quand elle l'a confronté, il a d'abord nié, puis a essayé de la convaincre qu'il s'agissait d'un simple malentendu administratif. Elle a insisté pour voir des preuves des investissements en Thaïlande, et c'est là qu'il est devenu menaçant. Ma gorge s'est nouée d'effroi. Menaçant? Il lui a dit qu'elle ferait mieux de ne pas fouiner davantage si elle tenait à sa sécurité. C'est à ce moment-là qu'elle a compris que vous aviez raison depuis le début. Je me suis assis lourdement sur une chaise, les jambes coupées par l'émotion. A-t-elle donné de l'argent à cet homme? Non, monsieur. Grâce à votre intervention, elle n'a rien versé. Mais nous avons besoin de votre témoignage pour compléter le dossier. Cet individu est déjà connu de nos services et de ceux d'Interpol. Il a fait plusieurs victimes en France, en Belgique et en Suisse. Après avoir convenu d'un rendez-vous au commissariat pour le lendemain, j'ai raccroché, encore sous le choc. Mon téléphone a immédiatement sonné à nouveau. Cette fois, c'était Adèle. « Papa ?» Sa voix était méconnaissable, brisée par les sanglots. « Ma chérie, le lieutenant Moreau vient de m'appeler. Je suis tellement désolé. » « Non, c'est moi qui suis désolé. Tu avais raison depuis le début. J'étais aveuglé. Si tu avais accepté de me donner cet argent, mais je ne l'ai pas fait et tu as eu le courage de faire tes propres recherches. Tu t'es sauvé toi-même, Adèle. » Un silence puis « Non, papa, c'est toi qui m'as sauvé. Ton refus m'a obligé à réfléchir, à remettre en question mes certitudes. » Les larmes me sont montées aux yeux. « Tu vas bien? Il ne t'a pas fait de mal? » Non, il n'a pas eu le temps. Quand je l'ai confronté avec mes découvertes, il est devenu un autre homme. Son visage s'est transformé. Je ne l'ai pas reconnu. Il m'a dit des choses terribles, papa, des menaces. J'ai eu tellement peur. Où es-tu maintenant? Chez moi. La police vient de partir. Ils ont pris ma déposition. Je viens te chercher. Tu ne restes pas seul ce soir. Elle n'a pas protesté, ce qui en disait long sur son état. D'accord. Merci, papa. 1 heure plus tard, j'étais chez elle, l'aidant à préparer un petit sac pour passer quelques jours chez moi. Son appartement, habituellement si ordonné, était dans un état de chaos qui reflétait son trouble intérieur. Des livres étaient éparpillés sur le sol. Des papiers jonchaient la table basse. « Il est venu ici ?» ai-je demandé, alarmé par ce désordre inhabituel. Elle a secoué la tête. « Non, c'est moi. J'ai cherché tous les documents qu'il m'avait donnés, tous les messages qu'on avait échangés. Je voulais constituer un dossier solide pour la police.
En rangeant quelques affaires dans son sac, elle a soudain éclaté en sanglots. Je l'ai prise dans mes bras, comme lorsqu'elle était petite et qu'elle tombait de vélo. Comment ai-je pu être aussi stupide, papa? Je suis censée être intelligente. Je suis docteur en littérature, bon sang. Comment n'ai-je pas vu les signes? Je l'ai serré plus fort. L'intelligence n'a rien à voir avec ça, ma chérie. Les escrocs comme lui sont des manipulateurs professionnels. Ils savent exactement quel bouton pousser, quelle corde faire vibrer. Mais toi, tu l'as vu immédiatement. J'ai hésité avant de répondre. Peut-être parce que je n'étais pas émotionnellement impliqué. Et puis j'ai l'expérience de l'âge. J'ai vu plus de choses que toi. Elle s'est écartée pour me regarder, les yeux rougis. Tu n'es pas en colère contre moi pour toutes les horribles choses que je t'ai dites? J'ai essuyé tendrement une larme sur sa joue. Comment pourrais-je être en colère? Tu es ma fille. Je t'aimerai toujours, quoi qu'il arrive. Sur le chemin du retour vers mon appartement, alors que la pluie parisienne tambourinait sur le pare-brise du taxi, Adèle s'est blottie contre moi comme elle le faisait enfant. Dans le reflet de la vitre, j'ai aperçu mon visage vieilli, marqué par les années, mais aussi par le soulagement. J'avais failli perdre ma fille, pas seulement son argent, mais sa confiance, son amour. « Ah, il y a quelque chose que je ne t'ai pas dit, papa », a murmuré Adèle dans le silence de la voiture. Je l'ai regardé, inquiet. « Quoi donc? Quand tu as refusé de me prêter l'argent, je t'ai détesté. Je t'ai appelé 9 fois ce jour-là. Je voulais te dire des choses terribles, te faire sentir coupable. Mais tu n'as jamais décroché. » J'ai baissé les yeux, honteux. Je savais que tu étais en colère. J'avais peur de ce que tu pourrais me dire, peur que tu me convainques de céder. Elle a pris ma main ridée dans la sienne. Ton silence m'a forcé à me calmer, à réfléchir. Le lendemain matin, j'ai commencé à faire des recherches plus approfondies sur Philippe et son entreprise. C'est là que tout s'est effondré. Le taxi s'est arrêté devant mon immeuble. Sous la pluie battante, j'ai serré ma fille contre moi, reconnaissant pour cette seconde chance qui nous était offerte. Cette nuit-là, alors qu'Adèle dormait enfin dans la chambre d'amis, épuisée par les émotions, je me suis assis dans mon fauteuil préféré, celui qui faisait face à la photo de Mathilde sur le buffet. J'ai longuement regardé le visage souriant de ma défunte épouse. « Tu vois, mon amour », ai-je murmuré dans la pénombre. Parfois, dire non est la plus grande preuve d'amour qu'on puisse donner. Je ne saurais jamais si c'était l'écho de mes propres pensées ou si, d'une certaine façon, Mathilde m'avait entendu, mais à cet instant précis, j'ai ressenti une paix profonde m'envahir. J'avais fait ce qu'il fallait, même si le chemin avait été douloureux. Et c'était tout ce qui comptait. Demain, nous irions ensemble au commissariat. Demain commencerait le long processus de guérison. Mais pour l'instant, dans le silence de la nuit parisienne, il me suffisait de savoir que ma fille était en sécurité sous mon toit. Mon téléphone a vibré sur la table basse. Un message de Thomas. « Tout va bien? Adèle est avec toi ?» J'ai souri en tapant ma réponse. « Tout va bien maintenant, elle est sauvée. Nous sommes réconciliés. » Puis j'ai ajouté, presque comme une prière, « L'amour d'un père ne connaît pas de limite, même quand il doit faire mal pour protéger. » Le lendemain matin, la lumière grise de novembre filtrait à travers les rideaux de mon salon lorsqu'Adèle est sortie de la chambre d'amis. Ses yeux étaient encore gonflés, mais son regard avait changé. La colère et la confusion avaient fait place à une détermination que je connaissais bien, celle qu'elle tenait de sa mère. « Bonjour, papa », a-t-elle dit doucement en s'asseyant à la table de la cuisine où je préparais le petit déjeuner. « Bonjour, ma chérie. Tu as bien dormi ?» Elle a esquissé un sourire fatigué. « Pas vraiment, mais ça ira. » J'ai posé une tasse de café devant elle et me suis assise en face. Pendant un long moment, nous sommes restés silencieux, comme si nous avions besoin de ce temps pour mesurer la distance que nous avions parcourue en si peu de temps. « Notre rendez-vous au commissariat est à 10 heures, ai-je finalement dit. Le lieutenant Moreau nous y attendra. » Elle a hoché la tête, les yeux fixés sur sa tasse. Je n'arrive toujours pas à croire à quel point j'ai été naïve. 6 mois, papa. 6 mois pendant lesquels il m'a manipulé, préparant son coup. Ne sois pas trop dur avec toi-même.
Les manipulateurs comme lui sont experts dans leur domaine. Elle a levé les yeux vers moi et j'y ai vu une vulnérabilité qui m'a brisé le cœur. Comment a-t-il pu me faire ça? Comment peut-on feindre des sentiments aussi profonds? C'était une question à laquelle je n'avais pas de réponse satisfaisante. Comment expliquer l'absence totale d'empathie chez certains individus? Comment rationaliser la cruauté calculée? Certaines personnes voient les autres uniquement comme des moyens d'arriver à leur fin. Et je dis doucement. Pour elles, les émotions ne sont que des outils, des leviers à actionner. C'est exactement ce qu'il faisait, a murmuré Adèle. Il savait quand me complimenter, quand me réconforter. Il connaissait mes points faibles, mes insécurités depuis mon divorce. Il me disait que j'étais exceptionnelle, que j'étais la première femme qu'il rencontrait qui comprenait vraiment la littérature comme lui. Son visage s'est assombri. Maintenant, je sais qu'il avait simplement étudié mon profil académique en ligne. Chaque référence littéraire, chaque citation qu'il me sortait, tout était calculé. Je me suis penché pour prendre sa main. Mais tu as fini par voir clair dans son jeu. C'est ce qui compte. Grâce à toi, a-t-elle insisté. Sans ton refus. J'ai secoué la tête. Tu aurais peut-être découvert la vérité d'une autre façon. Peut-être trop tard. Le silence est retombé entre nous, plus confortable cette fois. Comment as-tu su? A-t-elle demandé soudainement. Comment as-tu su immédiatement que c'était une arnaque? J'ai hésité, ne voulant pas remuer des souvenirs douloureux, mais comprenant qu'elle avait besoin de cette réponse. Il y a 10 ans, avant que ta mère ne tombe malade, nous avons failli nous faire avoir de la même manière. Ses yeux se sont écarquillés. Quoi? Vous ne m'en avez jamais parlé? C'était tellement embarrassant pour nous. Nous étions censés être des adultes responsables, des éducateurs. J'ai pris une gorgée de café, me remémorant cette période. C'était un collègue de ta mère à l'université, un homme charmant, cultivé, qui avait gagné notre confiance. Il nous avait parlé d'un investissement immobilier en Espagne, des rendements miraculeux, une opportunité unique. Et ta mère était enthousiaste. Moi, j'étais plus méfiant, mais je ne voulais pas la décevoir. Nous étions sur le point de transférer 30 000 € quand un autre collègue nous a alertés. Cet homme avait déjà fait plusieurs victimes dans le milieu universitaire. Adèle m'a regardé avec stupéfaction. Je n'arrive pas à croire que maman ait pu se faire avoir ainsi. Elle était tellement perspicace d'habitude. J'ai souri tristement. Personne n'est immunisé contre la manipulation, ma chérie. Personne. Qu'est-il arrivé à cet homme? Il a quitté l'université avant que des poursuites ne soient engagées. La dernière fois que nous avons eu de ses nouvelles, il enseignait dans une université en Amérique du Sud. Adèle a secoué la tête, incrédule. Et tu ne m'as jamais raconté cette histoire. Ta mère ne voulait pas. Elle avait honte. Et puis, à quoi bon? Nous pensions que cela ne vous arriverait jamais. À toi et à Thomas. Vous étiez tellement brillants, tellement arrogants pour penser que nous étions au-dessus de ça. A-t-elle complété avec un sourire amer. Ce n'est pas ce que je voulais dire, mais c'est vrai. Elle a poussé un profond soupir. Si seulement j'avais su. Si seulement j'avais été moins sûr de moi. L'horloge de la cuisine a sonné 9 heures, nous rappelant notre rendez-vous imminent. Nous nous sommes préparés en silence, chacun perdu dans ses pensées. Dans le taxi qui nous conduisait au commissariat, Adèle m'a posé une question qui me hantait aussi. Est-ce qu'il va s'en sortir, papa? Est-ce qu'ils vont l'attraper? Le lieutenant Moreau semblait confiant. Il le traque depuis un moment, apparemment. Mais il voyage tellement. Il pourrait être n'importe où maintenant. J'ai pris sa main. Faisons confiance à la police. C'est leur métier. Le commissariat était un bâtiment moderne dans le 13e arrondissement. Le lieutenant Moreau, une femme d'une 40aine d'années à l'allure énergique, nous attendait dans un petit bureau encombré de dossiers. « Mademoiselle Martin, Monsieur Martin », nous a-t-elle salué en nous serrant la main. « Merci d'être venu. » Elle nous a fait asseoir et a ouvert un dossier sur son bureau. « J'ai quelques nouvelles à vous communiquer avant de prendre votre déposition, Monsieur Martin. » Son ton sérieux m'a inquiété. Philippe Mercier, ou devrais-je plutôt dire Luc Benoît,
a été arrêté ce matin à la gare du Nord. Il s'apprêtait à prendre un train pour Bruxelles. Adèle a laissé échapper un petit cri. « Vous l'avez arrêté ?» Le lieutenant a hoché la tête. « Oui, et ce n'est pas tout. Nous avons obtenu un mandat pour perquisitionner son appartement à Paris. Ce que nous y avons trouvé est préoccupant. Elle a fait glisser plusieurs photos sur la table. Des passeports de différentes nationalités, tous avec la photo de Philippe, mais sous des noms différents. Des cartes de crédit, des documents falsifiés. Cet homme opère depuis au moins 5 ans en Europe. Nous avons identifié 12 victimes confirmées, principalement des femmes seules, divorcées ou veuves, âgées de 40 à 60 ans. Le montant total des escroqueries s'élève à plus de 800 000 €. J'ai senti mon sang se glacer dans mes veines. Adèle est devenue livide. Mais ce n'est pas le plus inquiétant, a continué le lieutenant Moreau. Nous avons également trouvé ceci. Elle a poussé une autre photo vers nous. C'était la capture d'écran d'un message envoyé par Philippe à un certain Marcel. La fille Martin devient méfiante. Je dois accélérer le processus. Si tout se passe bien, j'aurai l'argent lundi et je disparaîtrai. Prépare les billets pour Bangkok comme convenu. Adèle a porté une main à sa bouche. Mon Dieu. Et il y a aussi ceci, a ajouté le lieutenant en nous montrant une dernière photo. C'était une liste manuscrite avec des noms, dont celui d'Adèle, accompagné de montants. À côté du nom de ma fille, le chiffre indiqué était de 80 000 €, pas 50 000. Il comptait vous soutirer plus que ce qu'il avait initialement demandé, a expliqué le lieutenant. C'est une technique classique. Une fois le premier versement effectué, il aurait prétendu que des complications survenaient, nécessitant un investissement supplémentaire pour ne pas perdre le premier. J'ai regardé ma fille, dont le visage exprimait maintenant plus que de la douleur. C'était de l'horreur pure. Mademoiselle Martin, a repris le lieutenant d'une voix plus douce. Je sais que c'est difficile à entendre, mais vous avez eu énormément de chance. Certaines de ces victimes ont tout perdu, leurs économies, leurs maisons, parfois même leur santé mentale. L'une d'elles a fait une tentative de suicide. Adèle a fermé les yeux, comme pour bloquer cette réalité trop dure. J'ai serré sa main plus fort. Vous avez été plus perspicace que beaucoup d'autres, a ajouté le lieutenant. Et vous avez eu le courage de venir nous voir. Grâce à vous, nous avons pu l'arrêter avant qu'il ne fasse d'autres victimes. Après avoir pris nos dépositions, le lieutenant Moreau nous a raccompagnés à l'accueil du commissariat. Elle a tendu sa carte à Adèle. N'hésitez pas à me contacter si vous avez la moindre question ou si vous vous souvenez de quelque chose qui pourrait être utile à l'enquête. Adèle a pris la carte d'une main tremblante. « Merci, lieutenant. Une dernière chose, » a ajouté le lieutenant. « Vous n'êtes pas seul. Nous organisons des groupes de parole pour les victimes d'escroqueries sentimentales. Cela peut aider de partager cette expérience avec d'autres personnes qui ont vécu la même chose. » Sur le trajet du retour, Adèle est restée silencieuse, le regard perdu dans le vide. Je respectais son besoin de digérer tout ce qu'elle venait d'apprendre. Ce n'est qu'en arrivant à mon appartement qu'elle a enfin parlé. « 80 000 €, a-t-elle murmuré. Il aurait pris tout ce que j'avais, et plus encore. J'aurais été ruiné. Mais cela n'est pas arrivé. Lui ai-je rappelé doucement. Tu es en sécurité maintenant. Elle s'est tournée vers moi, les yeux brillants de larmes. Comment vais-je faire confiance à quelqu'un à nouveau? Comment puis-je être sûr que la prochaine personne qui entrera dans ma vie n'est pas un autre monstre? C'était une question à laquelle je n'avais pas de réponse simple. La confiance, une fois brisée, est si difficile à reconstruire. Tu ne peux pas en être sûr, ai-je répondu honnêtement. Personne ne le peut. Mais tu ne peux pas non plus vivre dans la peur et la méfiance permanente. Ce serait lui donner trop de pouvoir sur ta vie. J'ai pris ses mains dans les miennes. Ce qui est arrivé est terrible, mais cela t'a aussi rendue plus forte, plus sage. Tu sauras reconnaître les signes la prochaine fois. J'espère que tu as raison. Un silence confortable s'est installé entre nous. Puis Adèle a murmuré « Merci papa. » Pourquoi? Pour m'avoir aimé assez pour me dire non, pour avoir risqué ma colère, ma rancune, pour avoir fait ce qu'il fallait, même si c'était difficile. J'ai senti mon cœur se gonfler de tendresse. C'est ce que font les parents, ma chérie, même quand leurs enfants ont 42 ans.
Elle a souri, un vrai sourire cette fois. Je vais appeler Thomas. Il doit s'inquiéter. Pendant qu'elle téléphonait à son frère, je me suis installé dans mon fauteuil, les yeux fixés sur la photo de Mathilde. Comment aurait-elle géré cette situation? Probablement mieux que moi. Elle aurait trouvé les mots justes, les gestes parfaits pour réconforter notre fille sans l'infantiliser. Le soir venu, nous avons dîné ensemble, parlant de tout et de rien, évitant soigneusement le sujet de Philippe. C'était comme si nous avions besoin de cette pause, de ce répit dans la tempête émotionnelle des derniers jours. Ce n'est qu'après le repas, alors que nous prenions un thé dans le salon, que le nom de Philippe a ressurgi. « Le lieutenant Moreau m'a appelé pendant que tu préparais le dîner », a dit Adèle. « Ils ont trouvé autre chose dans l'appartement de Philippe. » J'ai levé les yeux, inquiet. « Quoi donc ?»« Des dossiers, sur moi, sur toutes ces victimes. » Il avait fait des recherches approfondies sur chacune d'entre nous. Il savait tout, mes habitudes, mes goûts, mes faiblesses. Il avait même des photos de moi prises à mon insu. Mon sang s'est glacé dans mes veines. Des photos? Elle a hoché la tête. Il me suivait parfois, pour étudier mes habitudes, apparemment. Il y a des photos de moi à la terrasse de café, sortant de l'université, faisant mes courses. J'ai posé ma tasse, les mains tremblantes de colère. Cet homme est un prédateur méthodique. C'est ce qu'a dit le lieutenant. Elle m'a aussi dit qu'ils ont trouvé des enregistrements de nos conversations téléphoniques. Il enregistrait tout. Je l'ai regardé avec horreur. Pourquoi faire une chose pareille? Pour garder une trace de ses mensonges, je suppose. Pour ne jamais se contredire. Elle a fait une pause, visiblement troublée. Et aussi pour du chantage, si nécessaire. Si une victime menaçait de le dénoncer. Cette révélation m'a fait l'effet d'un coup de poing. L'ampleur de la préméditation, de la malveillance calculée, dépassait l'entendement. Le lieutenant a dit qu'ils continuent à analyser tout ce qu'ils ont trouvé, mais que le dossier contre lui est déjà solide. Il risque plusieurs années de prison. J'ai hoché la tête, soulagé que justice soit faite, mais conscient que cela ne réparait pas les dommages émotionnels causés à ma fille et aux autres victimes. Je vais aller au groupe de parole, a-t-elle décidé soudainement. Je crois que ça pourrait m'aider, et peut-être que je pourrais aider d'autres personnes aussi. J'ai souri, fier de sa résilience. Je pense que c'est une excellente idée. Elle a regardé l'heure. Il est tard, je devrais rentrer chez moi. Tu es sûr? Tu peux rester ici aussi longtemps que tu le souhaites. Elle a secoué la tête. Non, papa, je dois affronter ça. Je dois rentrer dans mon appartement et recommencer à vivre ma vie. Je ne peux pas le laisser me voler ça aussi. Sa détermination m'a rappelé tellement sa mère que j'en ai eu le souffle coupé. D'accord, mais promets-moi de m'appeler si tu as besoin de quoi que ce soit, n'importe quand. Promis. En la raccompagnant à la porte, j'ai ressenti un mélange de fierté et d'appréhension. Ma fille était forte, mais elle avait subi un traumatisme dont elle mettrait du temps à se remettre complètement. « Je passerai te voir demain », ai-je dit en l'embrassant sur le front. « On pourrait déjeuner ensemble. J'aimerais beaucoup. » Elle m'a étreint fortement. « Je t'aime, papa. »« Je t'aime aussi, ma chérie. » Après son départ, je suis resté un long moment à la fenêtre, regardant les lumières de Paris scintiller dans la nuit. Comment pouvait-il exister des êtres capables d'une telle duplicité? Des personnes qui planifiaient froidement de détruire la vie d'autres êtres humains pour de l'argent. Mon téléphone a vibré. Un message d'Adèle. « Bien rentré. Merci encore pour tout. Repose-toi bien. » J'ai souri en lui répondant « Toi aussi. À demain. » Puis j'ai ajouté « Tu es plus forte que tu ne le crois. Ta mère serait tellement fière de toi. » Sa réponse est venue presque immédiatement. « De nous deux, papa. » Elle serait fière de nous deux. Cette nuit-là, en me glissant dans mon lit, j'ai réfléchi à tout ce qui s'était passé. L'histoire aurait pu se terminer si différemment. Sans mon refus, sans la perspicacité retrouvée d'Adèle, sans l'intervention de la police. J'ai frissonné en pensant aux autres possibilités, aux chemins plus sombres que nous avions évités de justesse.
Le sommeil tardait à venir, mon esprit tournant et retournant les événements des derniers jours. Je me suis levé et suis allé à mon bureau, où j'ai ouvert un tiroir rarement utilisé. J'en ai sorti un petit carnet relié en cuir, le journal que je tenais sporadiquement depuis la mort de Mathilde. J'ai allumé ma lampe de bureau et j'ai commencé à écrire. Aujourd'hui, j'ai compris que l'amour parental ne s'arrête jamais, même lorsque nos enfants sont adultes. Parfois, aimer signifie risquer d'être détesté pour protéger ceux qu'on chérit. Mathilde, si tu pouvais voir notre fille maintenant, sa force, son courage face à cette trahison, elle te ressemble tellement. À travers elle, je te retrouve un peu chaque jour. J'ai refermé le journal, soudain conscient que pour la première fois depuis longtemps, je me sentais en paix. Malgré la douleur et la peur des derniers jours, quelque chose de précieux avait été sauvé, non seulement l'argent d'Adèle, mais aussi notre relation, et peut-être, d'une certaine façon, sa foi en l'humanité. Car si des hommes comme Philippe existaient, capables du pire, il y avait aussi des êtres capables de bonté, d'amour inconditionnel, de sacrifice. Et tant que ces personnes-là continueraient à se battre pour ce qui est juste, l'espoir demeurerait. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec une étrange légèreté. Dehors, le ciel de Paris s'était éclairci, offrant une rare journée ensoleillée en novembre. J'ai ouvert ma fenêtre, respirant l'air frais, et j'ai su que malgré les difficultés qui nous attendaient encore, Adèle et moi traverserions cette épreuve ensemble. Mon téléphone a sonné. C'était Thomas. « Papa, je viens d'avoir Adèle au téléphone. Elle m'a tout raconté. Je prends le train ce matin. J'arrive à Paris vers midi. » J'ai souri. Ma famille se rassemblait, comme toujours dans les moments difficiles. « On t'attend pour déjeuner alors. »« Papa ?» La voix de Thomas s'est faite hésitante. « Tu as bien fait de dire non, je veux dire. Je sais. Ce n'était pas facile, n'est-ce pas? J'ai pensé aux 9 appels manqués, à la douleur de savoir ma fille en colère contre moi, à la peur de perdre son amour. Non, ce n'était pas facile, mais c'était nécessaire. C'est ça, être parent, j'imagine, a-t-il demandé, et j'ai entendu dans sa voix le questionnement d'un homme qui n'avait pas encore d'enfant mais qui y songeait. Oui, ai-je répondu simplement. C'est exactement ça. Après avoir raccroché, je me suis préparé pour cette journée qui s'annonçait meilleure que les précédentes. J'avais dit non à ma fille, et ce refus, aussi douloureux fut-il sur le moment, lui avait peut-être sauvé bien plus que ses économies. Certains diraient que c'était un simple coup de chance, une coïncidence que les choses se soient passées ainsi. Mais moi, je préférais y voir autre chose. Un rappel que parfois, les décisions les plus difficiles sont aussi les plus importantes. Que l'amour véritable ne consiste pas toujours à dire oui, mais parfois à avoir le courage de dire non, même quand on risque de perdre l'affection de ceux qu'on aime. En sortant de chez moi pour rejoindre Adèle, j'ai senti le poids des derniers jours s'alléger. Le chemin de la guérison serait long, mais nous avions fait le premier pas, ensemble. 6 mois se sont écoulés depuis cette semaine fatidique de novembre. Le printemps parisien avait transformé la ville, habillant les arbres des Tuileries de vert tendre et parsemant les balcons de fleurs colorées. Assis à la terrasse d'un café près de la Seine, j'observais ma fille qui revenait des toilettes, son visage plus serein qu'il ne l'avait été depuis longtemps. « Alors, qu'est-ce que tu en penses ?» m'a-t-elle demandé en se rasseyant. « Est-ce que je devrais accepter cette proposition ?» Nous discutions de l'offre qu'elle venait de recevoir, un poste de professeur invité dans une université canadienne pour un semestre. Une opportunité exceptionnelle, mais qui l'éloignerait de Paris pendant 6 mois. Je pense que c'est une chance extraordinaire, ai-je répondu sincèrement. Montréal est une ville magnifique et cette université est très prestigieuse. Elle a souri, mais j'ai perçu son hésitation. C'est juste que, après tout ce qui s'est passé, l'idée de partir si loin, de recommencer dans un endroit inconnu, j'ai compris sa réticence. Depuis l'affaire Philippe, ou plutôt Luc, puisque c'était son vrai nom, Adèle avait travaillé dur pour reconstruire sa confiance en elle et dans les autres. Le groupe de parole pour les victimes d'escroquerie
l'avait beaucoup aidée, au point qu'elle avait commencé à y jouer un rôle de soutien pour les nouveaux membres. Tu sais, ai-je dit en prenant une gorgée de mon café, parfois, s'éloigner est le meilleur moyen d'avancer. Un nouveau décor, de nouvelles personnes. Ça peut être libérateur. Elle a hoché la tête, pensive. Tu as sans doute raison. Et puis, ce n'est que pour 6 mois. Exactement. Et je te rappelle que les avions existent. Je pourrais même venir te voir. Ses yeux se sont illuminés. Tu viendrais à Montréal? Pourquoi pas? À mon âge, il est temps de voyager un peu, non? Ta mère aurait adoré l'idée. Le serveur a déposé nos desserts, une tarte aux fraises pour moi, un fondant au chocolat pour elle. Pendant quelques minutes, nous avons savouré nos pâtisseries en silence, profitant du soleil printanier et du spectacle des bateaux-mouches glissant sur la Seine. Le procès commence le mois prochain, a dit soudain Adèle, ramenant notre conversation vers le sujet que nous évitions depuis le début du repas. J'ai acquiescé. Le lieutenant Moreau m'a appelé hier pour me le confirmer. Elle m'a dit que nous serions probablement appelés à témoigner. Oui, moi aussi. J'ai hésité avant d'ajouter « Comment te sens-tu par rapport à ça ?» Elle a réfléchi un moment, remuant distraitement sa cuillère dans ce qui restait de son chocolat fondu. Étrangement, soulagée. J'appréhende de le revoir, bien sûr. Mais il y a quelque chose de, je ne sais pas, de cathartique à l'idée de raconter mon histoire devant un tribunal, de contribuer à ce qu'il soit condamné. J'ai souri, fier de sa force. Je comprends tout à fait. Et puis, a-t-elle ajouté avec un petit sourire, s'il est condamné avant septembre, je pourrais partir au Canada l'esprit tranquille. C'est fort probable. Avec toutes les preuves qu'ils ont contre lui, l'affaire devrait être assez rapide. Adèle a pris une dernière bouchée de son dessert avant de poser sa serviette. Tu sais ce qui me frappe le plus avec le recul? Quoi donc? C'est à quel point mon jugement a été altéré. Moi qui me targuais d'être une femme indépendante, critique, analytique, j'ai été complètement aveuglé. L'amour fait cet effet, même quand il est fin d'un côté. Elle a secoué la tête. Ce n'était pas juste l'amour. C'était aussi l'orgueil, je crois, l'idée qu'un homme aussi sophistiqué, aussi brillant, du moins c'est ce que je croyais, puisse s'intéresser à moi, me trouver exceptionnel. « Tu es exceptionnel », ai-je interrompu. « N'en doute jamais. » Elle m'a lancé un regard affectueux. « C'est gentil, papa, mais tu es obligé de dire ça. » Pas du tout, je le pense sincèrement. Et le fait que tu aies été manipulé ne remet pas en question ton intelligence ou ta valeur. Les prédateurs comme lui ciblent souvent des personnes brillantes, justement parce que vous avez tendance à faire plus confiance à votre jugement. Cette réflexion semblait la frapper pour la première fois. Tu crois? J'en suis certain. Et d'ailleurs, le lieutenant Moreau me l'a confirmé. Plusieurs de ses victimes étaient des femmes accomplies, une avocate, une médecin, une directrice financière. Adèle a considéré cette information et j'ai vu quelque chose s'adoucir dans son regard, peut-être le jugement sévère qu'elle portait sur elle-même depuis des mois. Merci papa. J'avais besoin d'entendre ça. Nous avons quitté le café et décidé de marcher le long de la Seine. Le printemps avait ramené les bouquinistes et leurs boîtes vertes remplies de trésors littéraires. Adèle s'est arrêtée pour feuilleter quelques livres anciens, retrouvant momentanément l'enthousiasme de la professeure de littérature qu'elle était. Oh, regarde, une première édition de Colette. Je l'ai observée négocier joyeusement avec le bouquiniste, et mon cœur s'est gonflé de gratitude. Ma fille se reconstruisait, pas à pas. La blessure était toujours là, mais elle cicatrisait. Nous avons continué notre promenade, traversant le pont des Arts. Adèle s'est arrêtée au milieu, regardant l'eau scintiller sous le soleil. « Je me souviens de la première fois que tu m'as amené ici », a-t-elle dit doucement. J'avais 8 ans. Tu m'avais expliqué que c'était le pont des artistes, et que si je fermais les yeux et faisais un vœu, je deviendrais peut-être écrivaine un jour. J'ai ri au souvenir, et tu as pris ça très au sérieux. Tu as fermé les yeux si fort que ton visage était tout plissé. Et regarde où ça m'a mené. Professeur de littérature. Pas exactement écrivaine, mais presque.
Il n'est jamais trop tard, tu sais. Pour écrire, je veux dire. Elle m'a regardé avec curiosité. Pourquoi dis-tu ça maintenant? Je ne sais pas. Peut-être parce que cette histoire, ton histoire, pourrait aider d'autres personnes. Elle est restée silencieuse un moment, contemplant la proposition. Tu crois que je devrais écrire sur ce qui m'est arrivé? Je crois que tu devrais envisager la possibilité. Tu as un don avec les mots. Et ton expérience, aussi douloureuse soit-elle, pourrait éclairer ceux qui traversent la même épreuve. C'est une idée à considérer, a-t-elle admis. Puis elle a souri malicieusement. Mais d'abord, le Canada. Une aventure à la fois. Nous avons repris notre marche, bavardant de choses et d'autres. Thomas et sa petite amie qui parlèrent de mariage, mon projet de rejoindre un club de pétanque pour retraités, les derniers potins de son département universitaire. En fin d'après-midi, alors que nous nous dirigions vers le métro, mon téléphone a sonné. C'était le lieutenant Moreau. « Monsieur Martin, j'ai des nouvelles que vous voudrez peut-être partager avec votre fille. Je vous écoute. Elle est justement avec moi. » « Parfait. Je voulais vous informer que nous avons identifié 2 nouvelles victimes potentielles de Benoît. Des femmes qu'il avait commencé à approcher juste avant son arrestation. Grâce à l'intervention rapide de votre fille, ces femmes ont été prévenues à temps. J'ai regardé Adèle qui m'interrogeait du regard. C'est une excellente nouvelle, lieutenant. Il y a autre chose. Le procureur a réussi à obtenir l'accord de toutes les victimes identifiées pour qu'elles témoignent. C'est extrêmement rare dans ce genre d'affaires. Beaucoup préfèrent généralement rester dans l'ombre par honte. Mais l'exemple de votre fille semble les avoir inspirés. Après avoir raccroché, j'ai transmis ces informations à Adèle. Ses yeux se sont remplis de larmes. 2 femmes ont été épargnées. Grâce à moi, c'est ce que le lieutenant a dit. Elle a secoué la tête, incrédule. Je n'arrive pas à y croire. Quelque chose de bien est sorti de toute cette histoire. Beaucoup de bien, je dirais. Ces femmes n'auront pas à vivre ce que tu as vécu, et les autres victimes trouvent le courage de témoigner grâce à ton exemple. Nous sommes restés là, au milieu du trottoir animé, les passants nous contournant comme l'eau d'une rivière contourne un rocher. Adèle semblait transfigurée par cette révélation. « Tu sais quoi ?» a-t-elle finalement dit. « Je vais accepter ce poste à Montréal, et je vais commencer à écrire. Pas un livre entier tout de suite, peut-être juste un article pour commencer, mais je veux partager mon histoire. » Je l'ai serré dans mes bras, ému par sa détermination. « Je suis tellement fier de toi. » Ce soir-là, Adèle a insisté pour préparer le dîner dans mon appartement. Nous avons invité Thomas et sa petite amie Claire pour leur annoncer la décision d'Adèle d'accepter le poste au Canada. Pendant que ma fille s'affairait en cuisine, j'ai repensé au chemin parcouru ces 6 derniers mois. De ces 9 appels manqués un jour de novembre, 9 appels de colère et de désespoir, à ce dîner joyeux où nous allions célébrer un nouveau départ. Thomas et Claire sont arrivés avec une bouteille de champagne et des fleurs. Mon fils m'a serré dans ses bras plus fort que d'habitude. « Comment va-t-elle vraiment ?» m'a-t-il murmuré à l'oreille. « Mieux, beaucoup mieux. » La soirée a été remplie de rires et de projets. Adèle a expliqué son poste à Montréal avec un enthousiasme contagieux. Thomas et Claire ont partagé des anecdotes sur leurs patients à l'hôpital de Lyon et j'ai raconté les derniers potins de mon immeuble. Au moment du dessert, une tarte aux pommes faite par Adèle selon la recette de sa mère, Thomas a levé son verre. « À ma sœur extraordinaire qui va conquérir le Canada. » Nous avons tous trinqué, mais j'ai remarqué qu'Adèle semblait soudain émue. « Qu'y a-t-il, ma chérie ?» ai-je demandé doucement. Elle a essuyé discrètement une larme. Je pensais juste à quel point j'ai eu de la chance d'avoir une famille comme la nôtre, de vous avoir tous les deux. Thomas a pris sa main par-dessus la table. « C'est nous qui avons de la chance de t'avoir. » Adèle a souri à travers ses larmes. « Vous vous souvenez de ce que maman disait toujours ? Dans la vie, on tombe parfois. » Avons-nous récité ensemble, mais l'important est de savoir qui sera là pour nous rattraper. Claire, qui n'avait pas connu Mathilde, a souri tendrement. Elle semble avoir été une femme extraordinaire. Elle l'était, ai-je confirmé, le cœur plein de souvenirs doux amers. Et elle serait tellement fière de voir ses enfants aujourd'hui.
Plus tard, après le départ de Thomas et Claire, alors qu'Adèle et moi rangions la cuisine, elle m'a posé une question qui me trottait aussi dans la tête. Tu crois que les 9 appels ont été un tournant? Si tu avais décroché, si tu m'avais parlé ce jour-là, j'ai réfléchi sérieusement à sa question. Je ne sais pas. Peut-être que j'aurais cédé à ta colère, à tes supplications. Peut-être que j'aurais fini par te donner l'argent, par peur de te perdre. Ou peut-être que tu m'aurais convaincu. Peut-être. Mais je crois que tu avais besoin de ce temps, de ce silence, pour trouver ta propre vérité. Elle a hoché la tête, comprenant. C'est étrange comme les moments les plus difficiles peuvent être les plus importants. Quand je repense à cette journée, à ma fureur quand tu as refusé, j'étais tellement sûr que tu te trompais, que tu ruinais ma chance d'être heureuse. Et maintenant, je sais que tu m'as offert la plus grande preuve d'amour possible. Tu as risqué que je te déteste pour me protéger. Ces mots m'ont profondément touché. J'ai pris ses mains dans les miennes. Tu sais, quand on devient parent, personne ne nous dit que les décisions les plus difficiles sont souvent celles où l'on doit choisir entre faire plaisir à son enfant et le protéger. C'est vrai pour toutes les relations, je suppose, a-t-elle réfléchi. Parfois, aimer vraiment quelqu'un, c'est avoir le courage de lui dire non. Le lendemain était un samedi. Adèle avait décidé de passer la journée avec moi pour m'aider à ranger mon grenier, une tâche que je repoussais depuis des années. Parmi les vieilles malles et les cartons jaunis, nous avons retrouvé des trésors. Les dessins d'enfance d'Adèle et Thomas, des photos de famille oubliées, des lettres que Mathilde et moi nous étions écrites pendant notre courte séparation d'1 mois. Quand elle était partie en stage à Londres, assise en tailleur sur le plancher poussiéreux, Adèle lisait ses lettres avec un sourire ému. C'est incroyable comme maman savait exprimer ses sentiments. Écoute ça, mon amour, la distance n'est qu'une illusion créée par l'espace. Dans mon cœur, tu es toujours là, présent dans chaque battement. C'est magnifique. J'ai souri, me souvenant de la joie que j'avais ressentie en recevant cette lettre. Ta mère avait un don avec les mots. Comme toi, elle a replié soigneusement la lettre. J'aimerais connaître un jour un amour comme le vôtre, un amour vrai, profond, honnête. Tu le connaîtras, ai-je dit avec conviction. Ne laisse pas l'expérience avec Philippe te faire douter de ça. Je sais, avec le temps. Elle a souri, puis a repris sa fouille dans un autre carton. Oh, qu'est-ce que c'est? Elle a sorti un petit livre à la couverture de cuir usé. Je l'ai reconnu immédiatement. Le journal de ta mère. Elle l'a commencé quand elle a appris qu'elle était malade. Adèle l'a ouvert avec révérence, tournant délicatement les pages remplies de l'écriture fine et penchée de sa mère. Elle l'a écrit pour vous, ai-je expliqué, pour que vous puissiez toujours connaître ses pensées, même après son départ. Ma fille a parcouru quelques lignes, puis a refermé le journal, les yeux brillants. Je le lirai plus tard, quand je serai prête. Elle a replacé le précieux objet dans le carton et s'est tournée vers moi avec un regard déterminé. Papa, je viens de prendre une décision. Je t'écoute. Je ne veux pas seulement écrire un article sur mon expérience. Je veux écrire un livre, pas uniquement sur l'escroquerie, mais sur tout ce qui a suivi, la guérison, la reconstruction, la façon dont cette épreuve nous a rapprochés. J'ai souri, touché par sa résolution. C'est une excellente idée. Et je veux y inclure l'histoire de maman aussi, son courage face à la maladie, sa façon de nous préparer à son départ. Je veux parler de la résilience familiale, de comment l'amour peut nous aider à traverser les pires tempêtes. Ta mère serait honorée. Adèle a posé sa main sur la mienne. Je pourrais commencer à y travailler au Canada. Ce semestre là-bas pourrait être exactement ce dont j'ai besoin. Un nouveau départ. Un espace pour réfléchir et écrire. Je n'en doute pas une seconde. Elle a souri plus sereine que je ne l'avais vue depuis des mois. Et tu sais quoi? Je crois que je vais utiliser ces 9 appels comme point de départ. Ces appels auxquels tu n'as pas répondu et qui ont tout changé. Un début intriguant. Ai-je approuvé? J'ai déjà un titre, les 9 appels manqués. Qu'en penses-tu? J'adore.
Nous avons continué notre rangement, bavardant de son projet de livre, de son départ prochain pour Montréal, du procès à venir. L'après-midi s'est écoulé paisiblement dans la douce lumière qui filtrait par la lucarne du grenier, illuminant les particules de poussière dansant dans l'air comme autant de souvenirs flottants. Le soir venu, avant qu'Adèle ne reparte chez elle, nous nous sommes arrêtés un moment sur le pas de ma porte. Merci pour cette journée, papa, et pour tout le reste. Je l'ai serré dans mes bras, mon cœur débordant de gratitude pour cette deuxième chance qui nous avait été offerte. C'est moi qui te remercie, ma chérie. Elle m'a regardé avec curiosité. Pourquoi? Pour m'avoir pardonné ces 9 appels manqués. Pour avoir eu la force de découvrir la vérité par toi-même. Pour être la femme extraordinaire que tu es devenue. Son sourire à cet instant valait tous les trésors du monde. À dimanche prochain alors, pour notre déjeuner habituel. J'ai déjà réservé notre table. Après son départ, je me suis assis dans mon fauteuil, regardant la nuit tomber sur Paris. Mon téléphone a vibré. Un message d'Adèle. Bien rentré. Je t'aime, papa. J'ai souri en répondant. Je t'aime aussi, ma chérie. Plus que tu ne pourras jamais l'imaginer. Puis j'ai ajouté. Et n'oublie pas. Dans la vie, on tombe parfois, mais l'important est de savoir qui sera là pour nous rattraper. Sa réponse est venue presque immédiatement. Je ne l'oublierai jamais. Cette nuit-là, j'ai dormi d'un sommeil paisible, serein à l'idée que ma fille avait retrouvé son chemin, plus forte et plus sage qu'auparavant. Les 9 appels manqués de ce jour de novembre n'étaient plus un souvenir douloureux, mais le début d'une histoire de rédemption, de courage et d'amour inconditionnel. Et parfois, les histoires les plus importantes sont celles qui commencent par un « non » difficile, mais nécessaire. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres récits qui explorent les liens familiaux, la résilience et les défis de la vie. Chaque semaine, nous partageons des histoires authentiques qui résonnent avec nos expériences communes. Racontez-nous dans les commentaires si vous avez déjà dû prendre une décision difficile pour protéger un être cher. Comment cette expérience a-t-elle transformé votre relation? Votre témoignage pourrait aider d'autres personnes traversant des épreuves similaires. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir partagé ce moment avec moi. À bientôt pour une nouvelle histoire.